pour la France. Donc c'est un symbole important et un renforcement important. Oui, je voulais réagir aux propos de Yohann Usaï qui sont très justes, mais qui sont en même temps très inquiétants. Parce que si le président de la République ne voit rien à redire à la colline du Crac, ne voit rien à redire à ce qui s'est passé au Stade de France et à l'attitude de Gérald Darmanin sur ces deux dossiers qui empoisonnent quand même les questions sécuritaires depuis pas mal de mois, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a au moins une personne en France qui ne trouve pas ça anormal, en fait. Alors, je n'exclus pas... C'est le chef de l'État. Oui, mais justement, je n'exclus pas, si vous voulez, qu'il y ait dans le comportement d'Emmanuel Macron une espèce de, comment dirais-je, de front néo-puberte qui consiste à dire, bon, bah, comme tout le monde est mécontent, moi je vais montrer que je résiste et que je le maintiens. Il voulait faire ça avec Damien Abad, c'est, d'après ce que je sais, Elisabeth Borne qui a obtenu sa tête. On voulait faire ça avec Dupond-Moretti au moment du dernier remaniement, puisque beaucoup de gens le donnaient sur le départ, et in fine, notamment les magistrats qui rêvaient de son départ. Et Emmanuel Macron a dit, bah non, puisque vous voulez son départ, je le maintiens. Donc il y a un côté, je pense qu'il y a un côté un peu ado, révolté, si vous voulez, qui veut maintenir, qui va à l'encontre à chaque fois des attitudes. Voilà. Mais quelqu'un qui tient plus globalement, si vous voulez, il a décidé et qu'il le réaffirme. Il y a sur ce gouvernement quelque chose de décevant parce que Emmanuel Macron, qui nous avait promis un gouvernement Conseil national de la résistance, une grande ouverture, un gouvernement d'union nationale, enfin, où sont passés tous ces flonflons réunificateurs au lendemain du morcellement de la vie politique à l'Assemblée nationale. Donc on a le Conseil national de la résistance. Là, aujourd'hui, c'est le Conseil national de la méfiance et de la défaillance, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens connus, on a des gens très peu connus. Et le gouvernement, en cela, est éco-responsable puisqu'elle a procédé à un certain nombre de recyclages, comme Marlène Schiappa, par exemple, ou Franck Riester. Mais globalement, c'est quand même assez décevant. Après, c'est possible, mais il y a eu un truc, effectivement, pour l'instant, que personne n'explique, c'est qu'elle a, entre-temps, annoncé il y a 2 mois, elle a annoncé qu'elle quittait la politique, Marlène Schiappa. Non, mais ça, c'est parce qu'elle écrit des livres. Bah oui. Non, mais c'est après ça. C'est après qu'elle ait quitté le gouvernement. Et puis, le retour, si vous voulez, de ces figures qui ont été écartées dans un premier temps pour revenir ensuite, c'est presque un aveu d'échec d'Emmanuel Macron. Parce que, en fait, les gens qui sont partis, on n'imagine pas qu'ils aient pu revenir, sauf dans les conditions où Emmanuel Macron ne peut Brigitte trouver personne d'autre. Brigitte Bourguignon, je crois qu'elle a perdu à, je ne sais pas, une 50aine de voix. Je ne dis pas elle a perdu, mais elle a perdu à une 50aine de voix. Eh bien, bon, c'est la règle, elle part. Marlène Schiappa ne s'est pas du tout présentée. Elle revient. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'injustice. Le problème, je termine là-dessus, c'est que le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un côté totalement arbitraire et incohérent de la formation de ce gouvernement. On émet des règles, mais on voit que certains membres du gouvernement y échappent. On a dit, par exemple, à partir du moment où on est mis en examen, eh bien, c'est un poids pour le gouvernement, on doit en être écarté. On constate qu'Éric Dupond-Moretti est mis en examen depuis des mois pour prise illégale d'intérêt. Il n'a toujours pas été écarté du gouvernement. Donc comment peut-on exciper de cette règle pour virer Damien Abad, par exemple ? Vous voyez ? Et tout est comme ça. Il y a quelque chose d'arbitraire et d'incohérent dans la manière dont sont choisis les ministres. En tout cas, les règles qui sont énoncées, on voit que certains y échappent. La question, c'est de savoir combien de temps tout ça va durer. Parce qu'on sent quand même que les choses sont sur le fil du rasoir. Le gouvernement n'est pas très représentatif de la nouvelle donne politique qui ressort de... Et vous auriez aimé des insoumis dans ce gouvernement ? Écoutez, que ce soit le Rassemblement national ou l'Institut, il me semble quand même que c'est le peuple français qui exprime. Non, mais là, Jean Messia, pardon, mais sauf en cas un gouvernement est toujours constitué de ceux qui composent la majorité. C'est le cas. Non, il y a eu des tas. Ah non, c'est pas vrai. Sous Nicolas Sarkozy, par exemple. C'était des personnalités d'ouverture, mais qui n'entraînaient pas avec elles un flot de députés. Non, mais attendez. C'était des prises individuelles. Non, mais justement, mais Monsieur Usaï, c'est a fortiori. Si vous n'êtes pas obligé, Nicolas Sarkozy n'avait pas de majorité relative, il a quand même pris effectivement des ministres d'ouverture, a fortiori. Regardez, Emmanuel Macron a pris Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui sont issus des Républicains. D'abord ils sont. Tout ça, c'est en 2017 d'abord. Mais ils sont toujours là. Et ils ont quitté les Républicains, ça vous a pas échappé. Donc c'est plus des Républicains. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Mais là, si vous voulez, je comprends pas, si vous voulez, cette défiance qui consiste à dire. Le Rassemblement national, on se pince le nez. Les Insoumis, on se pince le nez. Excusez-moi, c'est quand même les Français qui votent au final.
Genre, les gens qui sont à l'Assemblée nationale, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils y sont pas rentrés par un coup d'État. C'est quand même les Français qui ont voté pour eux. Donc, ils reflètent, effectivement, alors on peut regretter que le paysage politique français soit morcelé, mais c'est quand même les Français qui ont décidé de cette coloration de l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République, il n'est pas là, il est là au service de la France et des Français. Il aurait pu, d'ailleurs, quand il dit au départ « je vais faire un gouvernement d'union nationale », c'est qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui doit correspondre à cette coloration. Tout le monde lui a dit non. Tous les partis lui ont dit non. Marine Le Pen est allée le voir en lui disant « il n'est pas question ». La question, c'est quelles conditions aussi vous réunissez. Il a dit dès le départ, il a fait savoir par ses ministres dès le départ qu'il ne prendrait personne en dehors de l'arc républicain. Donc je ne sais pas ce que c'est, moi, l'arc républicain, et en dehors de partis de gouvernement. Je ne sais pas ce que c'est un parti de gouvernement. LREM en 2017 n'était pas un parti de gouvernement. Mabrouk fait une distinction entre effectivement ceux qui étaient mis en examen pour des affaires financières et ceux, avez-vous dit, qui sont effectivement empêtrés dans des affaires d'ordre sexuel. Mais excusez-moi, Chrysoula Zakharopoulou, elle est également accusée d'un certain nombre visée par deux plaintes. Donc même sur ce registre, en fait, ça ne tient pas. C'est-à-dire que même sur ce registre, vous avez des gens qui échappent à l'expulsion du gouvernement et d'autres qui sont maintenus. Donc en fait, c'est ce que je vous disais en première instance, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'arbitraire. Il y a des règles qui sont énoncées, il y a des exceptions. Alors on ne sait pas, alors peut-être c'est parce que c'est une femme, c'est pas un homme. Mais voilà, j'allais la poser parce que, non pas parce que je suis une femme, mais parce que quand même elle me semble importante. Damien Abad sous le coup de cette enquête pour viol et Madame Zakharopoulou. Voilà, exactement. Alors c'est 3 plaintes pour viol, etc. Est-ce que c'est parce que le fait que c'est une femme qui a une forme de protection dans ce gouvernement et par Elisabeth Borne, qui était beaucoup plus gênée par le cas d'Amien Abad que par le cas de cette... Non, je ne sais pas, je pense qu'elle se pose la question, il n'y a pas de tabou à la poser. Attendez, quand il y a des victimes, que ce soit un homme ou une femme, ce sont des victimes. Non, mais je vais vous dire, on aura certainement la réponse du gouvernement à l'issue du point presse qui sera tenu après le Conseil des ministres, parce que c'est évidemment une question qui sera posée par les journalistes qui seront présents, à n'en pas douter. Pourquoi ? Mais cette question, elle est intéressante et elle est légitime, effectivement. Mais dans la mesure où il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de règles. C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Dans toutes ces affaires, se pose le gouvernement se pose la question de savoir quelle est, je vous répète, quelle est la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Et la partie immergée de l'iceberg pour Madame Zakharopoulou, elle est apparemment faible. Pour Monsieur, non. Mais voilà, il y a des plaintes. Attendez, je débattais avec la députée macroniste Madame Gentet sur ce plateau vendredi soir. Anne Gentet, qui est aussi médecin. Exactement. Elle a elle-même énoncé la règle. Elle a dit voilà, la règle du gouvernement est claire. À partir du moment où on est mis en examen, le gouvernement ne peut pas se trimballer ce boulet. Et donc, effectivement, on fait tout pour débrancher le ministre qui serait éventuellement mis en examen. Et je me suis permis de lui rappeler l'affaire Dupond-Moretti. Et effectivement, on a également le cas de Madame Zakharopoulou. C'est un exemple ici. La question. Le même discours, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, c'est au-delà de l'immigration, c'est une question de culture. C'est-à-dire que quand on a voulu, depuis 40 ans, construire une société multiculturelle et de renoncer finalement au moule uniculturel français, vous admettez sur le territoire français des cultures qui n'ont pas le même rapport aux femmes que la culture occidentale. Voilà, c'est là où on n'est pas d'accord. Ou la culture d'origine. Alors, la culture d'origine, mais parlons-en. Transformée par le délitement de la société française. Ce que vous dites est à moitié vrai, parce qu'effectivement, dans les pays du Maghreb, si les femmes sont respectées dans les rues, c'est aussi parce qu'une grande majorité d'entre elles sont voilées. D'où l'émergence du parce qu'il y a une police qui travaille, parce parce que si une femme n'est pas voilée dans plusieurs quartiers d'un certain nombre de pays arabes, elle n'est pas respectée comme une femme voilée. D'ailleurs, surtout si elle prend les transports en commun, etc. Il y a eu d'ailleurs un excellent film égyptien qui a été réalisé sur le sujet où il montre le harcèlement des femmes, et même parfois des femmes voilées dans les transports en commun. Donc, si vous voulez, il y a une résurgence du voile en France parce que effectivement, il y a un certain nombre de femmes, de jeunes femmes. Vous le voyez comme une forme de protection. Voilà. Et effectivement, je termine en disant simplement mon propos en disant que effectivement, c'est pas l'immigration qui a provoqué le harcèlement des femmes dans les rues. C'est comme tous les autres phénomènes. C'est multifactoriel. L'immigration n'a pas créé le phénomène, mais l'a considérablement aggravé.